Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Mali, dissolution de l'AEM, quelques cadres portés disparus. Il s'agit de l'association des élèves et étudiants du Mali, une association qui a été dissoute le 13 mars courant par le gouvernement de transition au Mali. Et quelques jours après, on annonce également dans la foulée la disparition de certains cadres de cette association qui se sont réclamés d'une cellule de crise. Et on reprochait à la dite association sa gestion et des conflits à l'interne qui ont conduit d'ailleurs à la mort de l'un des membres dans une course pour des élections à la tête de cette association, une association à laquelle on reproche beaucoup de choses, de violence, d'ailleurs de port d'armes selon certains rapports. Le gouvernement de transition au Mali a décidé donc de la dissoudre. Certains de ces cadres qui se sont nommés membres d'une cellule de crise sont aujourd'hui portés disparus. Depuis quelques jours, on n'a pas de leurs nouvelles, ce qui suscite beaucoup de réactions de la part de leurs parents. Nous en parlons aujourd'hui avec nos invités. Alors, je reviens à vous, Sylvestre, pour commencer ce sujet. Là, nous sommes au Mali. L'association des élèves et étudiants du Mali AEM a été dissoute il y a cela, disons, 2 semaines, c'était le 13 mars. Certains se sont montrés contre la décision du gouvernement de dissoudre le parti. Quelques jours après, ils sont finalement introuvables. Non, écoutez, je crois que c'est une question à 2 volets. D'abord, la dissolution donc, du parti et la disparition donc, des cadres ou de la cellule de crise. Bon, en réalité, vous savez, c'est le gouvernement ou sinon c'est l'État qui protège les citoyens. Voyez-vous, dans toute république, c'est l'État qui protège les citoyens. Et dans le cas d'espèce, nous parlons donc d'une association des élèves et des étudiants du Mali. Et le but, ou sinon le but poursuivi, ou sinon donc l'occupation première de cette association, c'est d'apprendre dans les meilleures conditions, ou donc d'apprendre dans les meilleures conditions et d'être dans les meilleures conditions pour les élèves et étudiants. Maintenant, lorsqu'il arrive que parmi des membres de cette association-là, selon les informations que nous avons eues, qu'il y a des gens qui ont des armes, c'est-à-dire des étudiants qui ont des armes et qui en font usage jusqu'à ce que quelqu'un donc, a perdu la vie, d'après les événements donc, du 28 février, je crois qu'il y a problème. C'est-à-dire que lorsque des étudiants portent des armes et qui en font usage, je crois que il y a lieu donc de croire que la situation est devenue critique. Maintenant, si le gouvernement ou si l'État applique quand même sur elle de dissoudre l'association, je crois que c'est une responsabilité inouïe. Parce que des étudiants qui portent des armes dans l'enceinte donc de l'université, mais ça sort de l'entendement. Un étudiant n'est pas un militaire. Un étudiant n'est pas... Et ils ne sont pas allés donc à l'université pour avoir des armes et pour protéger les autres. Ce ne sont pas leur rôle. Quand on parle d'association étudiantine, c'est pour réclamer donc de meilleures conditions de vie, pour réclamer de meilleures conditions donc d'études. Et non pour être donc garant de la sécurité donc de leurs des confrères ou du moins des autres camarades. Ah non, il y a un État qui est investi pour ça. L'État a cette mission-là de protéger les citoyens et à plus forte raison des étudiants qui seront donc la relève de demain. Mais lorsque eux-mêmes, il y a souvent des conflits. Et là, je ne suis pas d'accord avec toi lorsque tu parles donc de la gestion des conflits. Ils sont plutôt à l'origine des conflits. Parce que c'est après des conflits, il y a souvent mort d'hommes. Oui. Lorsque dans une association, on a souvent mort d'hommes. Parce qu'il y a des groupes rivaux, c'est-à-dire des camps opposés. Oui. Mais je crois que c'est une responsabilité de l'État de dissoudre cela. Et je crois qu'aujourd'hui, l'État malien a bien fait donc de dissoudre cela. Et c'est intervenu le 13 mars. Et c'est intervenu le 13. Maintenant, lorsque vous écoutez donc les discours donc de ces étudiants-là ou des membres de l'association, je me dis que ça donne beaucoup plus la raison à l'État de dissoudre. Parce qu'ils sont dans une logique donc d'affront. Ils sont dans la logique donc de défi de l'autorité. Ils ont dit clairement qu'ils n'étaient pas d'accord avec la décision de dissolution. Justement, et lorsque vous voyez donc le communiqué qu'ils lisent, ils sont dans une poursuite de défi, de défiance de l'autorité. Alors lorsqu'il y a ça,
je crois qu'on ferait bien donc de la dissoudre parce que si on laisse cette association perdurer avec des groupes rivaux, avec des ports d'armes, demain ils deviendront autre chose. C'est-à-dire que de groupes rivaux, on passera donc à un groupe rebelle. De groupe rebelle, on peut murmurer donc à un groupe terroriste. Et là, ça va prendre donc véritablement, donc c'est l'État qui va subir. Et lorsqu'ils veulent, j'ai écouté certains qui disent non, il faut reformer l'association, il faut... Oui, mais la posture qu'ils doivent adopter pour qu'on puisse leur permettre donc de faire un certain nombre de réformes, c'est pas cette posture-là. Aujourd'hui, ils sont dans la logique de l'affront. C'est pourquoi vous verrez que même au niveau donc de l'État malien, il y a beaucoup qui ont salué la décision du gouvernement. C'est vrai qu'il y a quelques réticences. C'est ce qui fait donc... C'est une situation historique aussi, du coup. Justement. C'est pas aussi facile d'accepter sa dissolution. Oui, mais lorsqu'une association historique devient véritablement critique pour le pouvoir, ou du moins pour la vie des Maliens, il faut dissoudre l'association. Et je le dis, leur vocation première, c'est d'aller à l'école, c'est d'étudier, c'est de réclamer de meilleures conditions donc de vie, c'est de réclamer de meilleures conditions d'études, c'est de réclamer de meilleures conditions étudiantines. Mais pas pour prendre des armes et en faire usage jusqu'à ce que un des leurs ait perdu la vie. Dans ce cas, lorsque vous voyez, je ne sais pas comment il faut formuler cela, lorsque vous voyez un ver de terre, il faut penser à craindre peut-être demain un serpent venimeux, parce que la manière de la posture de cette association-là, où les gens viennent à l'école avec des armes, n'oubliez pas ce qui s'est passé. Ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis où on tire à tire bout de champ, ce qui se passe en Haïti, où c'est un groupe rebelle qui a pris en otage le pays. Un gang, oui. Un gang qui a pris en otage le pays. Ils sont nombreux. Il faut pas, justement, et ici aussi il y a des groupes rivaux. Okay. Donc il faut déjà étouffer donc le bébé dans l'œuf. Il faut dissoudre cela avant qu'il ne devienne donc libre avec plusieurs têtes. Alors, et devenir véritablement un homme épuisable. On parle aussi de disparition de certains. C'est là aussi. Justement. Ça aussi, ça fait peur. Pour l'instant aussi, l'État n'a pas communiqué là-dessus. Oui. J'aurais quand même souhaité que l'État puisse communiquer là-dessus pour dire, est-ce que c'est l'État qui les a appréhendés? Ça, je crois qu'il faut le dire. C'est là où aussi, je blâme un peu l'État malien. On parle donc de disparition donc des enfants. Des étudiants, même si l'État n'est pas à l'origine, il faudrait quand même que l'État puisse communiquer. Non, peut-être que ce n'est pas l'État qui les a arrêtés. Et donc, nous allons faire des investigations pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, est-ce qu'ils ont été peut-être achevés quelque part? Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut le dire. Là, je crois que l'État malien, jusqu'à aujourd'hui, doit communiquer, dire ouvertement où se trouvent ces jeunes-là. Vous savez, généralement au Togo, le pays que je maîtrise le mieux, devant ces genres de situations, l'État communique lorsque l'un de nos confrères a disparu un beau matin, mais nous avons appelé à l'époque le ministre de la Sécurité qui nous a dit ouvertement que votre confrère est plutôt en cavale. Ah oui, il nous a dit, là, ça nous a rassuré. Que bon, là, puisque un beau matin, son téléphone, il est inaccessible, tout ça, finalement, bon, on l'a appelé, dit que votre confrère est plutôt en cavale. Ouais. Et il est recherché. Là, on sait qu'on ne l'a pas appréhendé. On sait qu'il n'est pas tué. C'est plutôt lui qui est en cavale. Donc, je crois que c'est pourquoi je dis... C'est plutôt lui qui driblait les militaires. Oui, c'est plutôt lui qui esquivait donc les trucs. Et il a même reçu le coup. Aujourd'hui, il est à l'étranger, même si on ne le souhaite pas. Parce que vivre à l'étranger pendant que votre famille est ici, c'est pas évident. Et nous souhaitons véritablement que cette affaire-là soit véritablement bouclée pour que nos confrères reviennent au pays. Parce que vivre à l'étranger, on sait ce que c'est. Oui, j'ai fait peut-être une petite expérience aussi. Donc, il faudrait quand même qu'on puisse... Ah oui, heureusement que tu en as aussi fait l'expérience. Donc, il faudrait véritablement que l'État malien puisse communiquer. Mais en ce qui concerne l'association, la dissoudre, moi je crois que c'est pour l'instant c'est la meilleure des solutions pour qu'on n'ait pas un groupe gang là qui demain va prendre en otage donc les villages comme on le voit en Haïti, quelques villages et tout, demander des rançons et tout ça parce qu'ils ont déjà l'arme. Le fait que celui qui a l'arme à un moment donné il est porté à l'incitation, il va faire
usage démesuré, et là, ça deviendra autre chose. Alors, Voilà. Eric, que dites-vous de cette situation? D'abord, l'association a été dissoute à la suite des événements de fin de février. L'association a été dissoute mi-mars, c'était le 13 précisément, par un à la suite d'un conseil des ministres. Et on a eu des frondeurs qui se sont réclamés d'une cellule de crise. Et puis, quelques jours après, on n'a plus de nouvelles, on parle de disparition. Oui, je ne sais plus quel homme politique, je ne sais pas, ça doit être certainement Robert Hue qui disait à la gravité des problèmes, il faut opposer l'audace d'objectifs sociaux élevés. Le gouvernement malien est en droit de dissoudre cette association-là qui fait déjà peur. Vous savez, nous, quand on était encore sur les bancs, on nous disait clairement que l'école est apolitique. Ouais. Vous n'avez pas le droit de vous ingérer dans tout ce qui concerne la politique de votre pays. Mais à partir d'une certaine année, vers les années 86 jusqu'en 90, c'est tout le contraire qu'on a vu. Ouais, c'est tout le contraire qu'on a vu. Et on s'est rendu compte que, bon, à l'école aussi, on apprend la politique. Donc, on peut faire la politique du moment où les enseignants sont majoritairement ceux qui dirigeaient des associations, des partis politiques, etc. C'était les plus grands intellectuels. Voilà. Et donc, aujourd'hui, quand vous arrivez dans un pays où on vous dit que le campus universitaire est difficile à pénétrer, mais sachez que ce pays-là, pendant au moins une dizaine d'années, ne va jamais se retrouver quand nous parlons d'éducation. C'est très important de le dire. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a eu cette situation avec des mouvements que dirigeait la COPECI, je crois, avec Charles Blé Goudé et Guillaume Soro et tout ça, au point où on a eu des affrontements sérieux sur le campus d'Abidjan. Et là, les étudiants se sont affrontés, et même, vous savez, tout autour de l'université, mais ils mettaient des barricades, les gens ne pouvaient même plus circuler. Et ça venait jusqu'en pleine ville. Et ça, c'est les étudiants qui faisaient des mouvements. Et là, aujourd'hui, je pense que les étudiants doivent prendre conscience de leur situation. Vous avez un cursus scolaire à faire. C'est sur 3 ans, c'est sur 5 ans. Mais quand vous faites ça, vous bloquez l'éducation, vous bloquez la formation pour laquelle vous êtes arrivé sur le campus. Et donc, c'est une situation extrêmement difficile et je pense que les autorités maliennes ont pris la décision qu'il fallait, mais malheureusement, quand on me parle de disparition des têtes des associations là, je dis là, il faut aussi craindre une autre situation. Et cette situation, c'est que vous ne savez pas aujourd'hui si c'est eux qui détiennent les armes ou bien c'est d'autres qui détiennent des armes derrière. Qui sont ceux-là qui fournissent ces armes-là à ces étudiants? Parce que quand on est étudiant, ma foi, on n'a pas autant d'argent pour s'acheter une arme. D'abord, même vous-même, pour faire vos recherches, pour chercher des bouquins, pour vivre. Sa recherche pour les cours, c'est compliqué. C'est compliqué pour vous d'ailleurs. Et vous allez avoir autant d'argent pour acheter des armes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui manipulent derrière ces étudiants-là. Et qui sont ceux-là? Et maintenant, quand on vient nous dire qu'il y a eu des disparitions, comme l'a dit Sylvestre, il faut que le gouvernement malien situe l'opinion sur ces disparitions. Il peut se passer d'autres choses. Que ce soit, comme on dit, que c'est des groupes organisés qui s'affrontaient. Donc, tel groupe peut enlever aussi des étudiants. Ça peut se passer. Mais ici,
tel que l'information a été donnée, tout porte à croire que c'est le régime malien qui a enlevé ces jeunes-là. Maintenant, si c'est le cas, ça veut dire qu'il y aura des ripostes derrière. Et c'est là où peut-être on va découvrir ceux qui sont derrière ces jeunes-là, qui les poussent et qui leur fournissent des armes. Mais nous souhaiterions vivement que le gouvernement malien situe l'opinion sur la situation des disparus. Maintenant, après la dissolution de cette association-là, est-ce qu'il y a eu une perquisition pour retirer les armes des mains des étudiants ou qu'est-ce qui s'est passé? Et aujourd'hui, il faut que le gouvernement situe tout le monde pour qu'on sache que la vie de ces étudiants-là n'est pas en danger et que finalement, l'université de Bamako va retrouver toute sa sérénité. Alors, vous parlez tout à l'heure d'une possibilité que ce soit des gens qui ont été enlevés par le gouvernement ou les agents du gouvernement, mais il peut y avoir d'autres possibilités aussi, que ce ne soit pas... Je l'ai dit, j'ai dit oui, dans que... ces cas, qu'est-ce qu'on fait? Je l'ai dit que ça peut être aussi un autre groupe qui enlève d'autres des membres d'un autre groupe. Ça peut être aussi une hypothèse. Mais c'est là où le gouvernement malien doit faire son travail. Et permettre à ce que les armes qui circulent sur le campus universitaire puissent être totalement saisies et que les étudiants retrouvent la sérénité. Même s'il le faut, il faut procéder à des perquisitions. Ouais, sans la perquisition, on ne peut pas... Oui, il faut faire des perquisitions parce que lorsque des étudiants viennent à l'école avec des armes, je crois qu'il y a pire à la demeure. Il faut craindre un embrasement un beau matin. C'est une responsabilité de l'État de dissoudre. Oui, vous savez, c'est comme chez nous où un beau matin... les étudiants ont appris qu'il y a une police de l'université. Tout le monde a paniqué. Tout le monde a commencé par dire, mais on veut... comment dire... on parlait des franchises universitaires mettre les étudiants au pas. On ne veut pas qu'il y ait de mouvement. On ne veut pas ceci, on ne veut pas cela. Vous savez, selon des statistiques que nous avons eu après l'installation de cette police universitaire. Pour le cas de l'université de Lomé, bien sûr. Il y a eu moins de vols d'engins des étudiants. C'est plus de 80%. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous sortez de l'université avec un engin, on vous contrôle. Vous devez montrer la carte grise oui, c'est la carte grise de votre moto qui doit porter votre nom. Mais si vous dites que c'est pour un cousin, un ceci, un cela, mais il faut qu'ils viennent justifier parce que le vol de moto a été complètement anéanti sur le campus universitaire. Et donc il faut sécuriser les campus universitaires. Il faut les sécuriser. Mais sécuriser ne veut pas dire militariser pour que les étudiants ne puissent pas s'exprimer sur le campus parce que là aussi c'est un lieu où les gens ont besoin d'avoir de bonnes conditions d'études, de travail, etc. Et donc je crois que sécuriser ne veut pas dire militariser. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient juste après pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.